tiers-livre, toujours dans l'idée d'augmenter la carte ici des podcasts, c'est-à-dire ouvrir le site, écouter une histoire, soit directement sur YouTube, et c'est moi qui vous la lis, soit en téléchargement audio, il y a le lien dessous, si ça vous est plus commode. Et bien sûr, au centre de cette exploration, j'allais dire de ce filon de mine souterraine, H.P. Lovecraft, mais l'imaginaire, le fantastique, le destin des hommes, et autour, en amont, à côté de Lovecraft, comme Ambrose Bierce ou Dunsany, dans notre propre langue, Ronnie est né. Alors évidemment, Ronnie est né, pour nous tous, ces petites cases bien précisées, la guerre du feu, cette espèce de fiction préhistorique. Mais il y a juste quelques jours, 3 jours, je tombe sur une vidéo YouTube, un dialogue Azélie Fayol, Grain de lettres, je vous mets le lien dessous, avec un jeune universitaire qui s'appelle Clément Humel et qui est en train de faire une thèse sur ce bonhomme, et j'ai découvert tout d'un coup l'étendue, des milliers de petites nouvelles. J'ai découvert aussi qu'il était un petit peu plus ancien que je croyais, même était contemporain de Guy de Maupassant. Et puis, pareil pour moi, c'était juste des noms, quoi. Mais quelle langue! Quelle langue! Donc c'est un triptyque. En tout cas, ça a toujours été publié comme ça. Dès 1912, je crois. Un texte qui s'appelle l'Exipéus. On lira aussi, après, enfin un autre jour, où on a comme une espèce de passerelle directe avec Ailleurs de Henri Michaud. C'est très troublant. Il est impossible de penser que Michaud ait ignoré ce texte, n'ait pas construit une espèce de fil funambule de langue française à l'intérieur, là, de ce territoire neuf qu'inventait l'Exipéus de Ronnie. Un texte bref au milieu, parce que dans les sandwichs, on fait toujours un petit triptyque, c'est toujours mieux. Ça s'appelle Le Cataclysme, mais c'est juste ça. Et puis, donc, La mort de la Terre. Alors, c'est un texte écrit en 1910, publié à l'époque, ça s'appelle Les Annales littéraires. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a toujours cette écriture façon feuilleton. En tout cas, c'est des petits chapitres. Là, il y a 12 courts chapitres, mais les chapitres font toujours, en gros, la même taille. Donc la parution qui devait être hebdomadaire, rassemblée en volume dès 1912, probablement une éclipse. Mais à mesure que j'écoutais la vidéo, j'étais si troublé que j'ai commencé à cliquer et j'ai trouvé un Présence du futur, c'est-à-dire l'édition originale de cette reparution, 1958, mais je l'ai eu à peine pour quelques balles, c'était presque scandaleux, on aurait eu envie de leur dire « Hey, ça vaut beaucoup plus cher !» Mais Présence du futur, ça venait juste d'être créé, 1958. C'était le 25e bouquin de cette collection qui se voulait science-fiction une fois par mois, qui s'était inauguré avec Ray Bradbury, ensuite justement H.P. Lovecraft, même si Lovecraft c'est pas de la science-fiction, et Ronnie non plus. Le premier c'est La couleur tombée du ciel, ensuite il y a Dans l'abîme du temps, donc ces fameuses traductions de Jacques Papy, même si c'est sur des textes tronqués approximatifs. Et puis, déjà genré, Malpertuis, Bradbury, Fahrenheit 451, c'était le numéro 8. Herr Mason, L'homme qui rétrécit. Voilà, ça vaudrait peut-être le coup d'aller y voir, ça, et de retraduire. Barjavel, ça vieillit un peu plus. Van Vogt, et puis donc, Ronnie, le 25e. Alors, ce qui m'a troublé, et c'est ça qui était fascinant dans cette vidéo, c'est qu'a priori, on est dans un schéma classique de la survie dans des éléments hostiles. Mais ces éléments hostiles, vous allez voir, ce qui est sujet et hostile à l'homme. Et ce qui est fascinant,
lire ce récit. Mais ce serait rien si la langue n'était pas si belle. Ce qui n'est pas le cas de tout Roni. Mais là, il y a une espèce... Waouh! C'est notre condition d'aujourd'hui. Le mal qu'on a fait à la terre. Et en même temps, le savoir qu'on commence à entr'ouvrir de ces énigmes des autres espèces, de leur intelligence collective, mais pas avec des neurones. Dans notre configuration anthropocène, on dirait que c'est pour maintenant, là, ce dont il nous parle. Roni est né, 1910, la mort de la Terre. 1. Paroles à travers l'étendue. L'affreux vent du nord s'était tu. Sa voix, mauvaise depuis 15 jours, remplissait l'oasis de crainte et de tristesse. Il avait fallu dresser les brises ouragans et les terres de silice élastique. Enfin, l'oasis commençait à tiédir. Targ, le veilleur du grand planétaire, ressentit une de ces joies subites qui illuminèrent la vie des hommes au temps divin de l'eau, que les plantes étaient belles encore. Elle reportait Targ à l'amont des âges, alors que les océans couvraient les 3/4 du monde, que l'homme croissait parmi des sources, des rivières, des fleuves, des lacs, des marécages. Quelle fraîcheur animait les générations innombrables des végétaux et des bêtes. La vie pullulait jusqu'au profond des mers. Il y avait des prairies et des sylves d'algues, comme des forêts d'arbres et des savanes d'herbes. Un avenir immense s'ouvrait devant les créatures. L'homme pressentait à peine les lointains descendants qui trembleraient en attendant la fin du monde. Imagina-t-il jamais que l'agonie durerait plus de 100 millénaires? Targ leva les yeux vers le ciel où plus jamais ne paraîtraient des nuages. La matinée était fraîche encore, mais à midi, l'oasis serait torride. « La moisson est prochaine », murmura le veilleur. Il montrait un visage bistre, des yeux et des cheveux aussi noirs que l'anthracite. Comme tous les derniers hommes, il avait la poitrine spacieuse, tandis que le ventre se rétrécissait. Ses mains étaient fines, ses mâchoires petites, ses membres décelaient plus d'agilité que de force. Un vêtement de fibres minérales, aussi souple et chaud que les laines antiques, s'adaptait exactement à son corps. Son être exhalait une grâce résignée, un charme craintif que soulignaient les joues étroites et le feu pensif des prunelles. Il s'attardait à contempler un champ de hautes céréales, des rectangles d'arbres dont chacun portait autant de fruits que de feuilles, et il dit « Âge sacré !» Aube prodigieuse où les plantes couvraient la jeune planète. Comme le grand planétaire était aux confins de l'oasis et du désert, Targ pouvait apercevoir un sinistre paysage de granit, de silice et de métaux. Une plaine de désolation étendue jusqu'aux contreforts des montagnes nues, sans glacier, sans source, sans un brin d'herbe, ni une plaque de lichen. Dans ce désert de mort, l'oasis, avec ses plantations rectilignes et ses villages métalliques, était une tache misérable. Targ sentit peser la vaste solitude et les monts implacables. Il leva mélancoliquement la tête vers la conque du grand planétaire. Cette conque étalait une corolle soufre vers l'échancrure des montagnes. Faite d'arcom et sensible comme une rétine, elle ne recevait que les rythmes du large, émanés des oasis, et selon le réglage, éteignait ceux auxquels le veilleur ne devait pas répondre. Targ l'aimait comme un emblème des rares aventures encore possibles à la créature humaine.
Dans ses tristesses, il se tournait vers elle. Il en attendait du courage ou de l'espérance. Une voix le fit tressaillir. Avec un faible sourire, il vit monter vers la plateforme une jeune fille aux contours rythmiques. Elle portait librement ses cheveux de ténèbres. Son buste ondulait aussi flexible que la tige des longues céréales. Le veilleur la considérait avec amour. Sa sœur, Harva, était la seule créature près de qui il retrouvait ces minutes subites, imprévues et charmantes, où il semblait que, au fond du mystère, quelques énergies veillaient encore pour le sauvetage des hommes. Elle s'exclama avec un rire contenu. « Le temps est beau, Targ. Les plantes sont heureuses. » Elle aspira l'odeur consolante qui sourd de la chair verte des feuilles. Le feu noir de ses yeux palpitait. 3 oiseaux planèrent au-dessus des arbres et s'abattirent au bord de la plateforme. Ils avaient la taille des anciens condors, des formes aussi pures que celles des beaux corps féminins, d'immenses ailes argentines glacées d'améthyste, dont les pointes émettaient une lueur violette. Leurs têtes étaient grosses, leur bec très court, très souple, rouge comme des lèvres, et l'expression de leurs yeux se rapprochait de l'expression humaine. L'un d'eux, levant la tête, fit entendre des sons articulés. Targ prit la main d'Harva avec inquiétude. « Tu as compris, fit-il, la terre s'agite. » Quoique depuis très longtemps, aucune oasis n'eût péri par les secousses sismiques et que l'amplitude de celles-ci eût bien diminué depuis l'ère sinistre où elles avaient brisé la puissance humaine, Harva partagea le trouble de son frère. Mais une idée capricieuse lui passant par l'esprit, « Qui sait, fit-elle, si après avoir fait tant de mal à nos frères, les tremblements de terre ne nous deviendraient pas favorables ?» « Et comment ?» demanda Targ avec indulgence. « En faisant reparaître une partie des eaux ?» Il y avait souvent rêvé sans l'avoir dit à personne, car une telle pensée eût paru stupide et presque blasphématoire à une humanité déchue, dont presque toutes les terreurs évoquaient des soulèvements planétaires. « Tu y penses donc aussi » s'exclama-t-il avec exaltation. « Ne le dis à personne, tu les offenserais jusqu'au fond de l'âme. » Je ne pouvais le dire qu'à toi. De toutes parts surgissaient des bandes blanches d'oiseaux. Ceux qui avaient rejoint Targ et Harva piétaient avec impatience. Le jeune homme leur parlait en employant une syntaxe particulière, car à mesure que se développait leur intelligence, les oiseaux s'étaient initiés au langage, un langage qui n'admettait que des termes concrets et des phrases images. Leur notion de l'avenir demeurait obscure et courte, leur prévoyance instinctive. Depuis que l'homme ne se servait plus d'eux comme nourriture, ils vivaient heureux, incapables de concevoir leur propre mort et plus encore la fin de leur espèce. L'oasis en élevait 1200 environ, dont la présence était d'une vive douceur et fort utile. L'homme, n'ayant pu regagner l'instinct, perdu pendant les ères de sa puissance, la condition actuelle du milieu le mettait aux prises avec des phénomènes que ne pouvaient guère signaler les appareils, si délicats pourtant, hérités des ancêtres et que prévoyaient les oiseaux. Si ceux-ci avaient disparu, dernier vestige de la vie animale, une plus amère désolation se serait abattue sur les âmes. « Le péril n'est pas immédiat, » murmura Targ. Une rumeur parcourait l'oasis. Des hommes jaillissaient aux abords des villages et des emblavures. Un individu trapu, dont le crâne massif semblait directement posé sur le torse, apparut au pied du grand planétaire. Il ouvrait des yeux dessillés et pauvres dans un visage couleur d'iode. Ses mains, plates et rectangulaires, oscillaient au bout de bras courts. « Nous verrons la fin du monde », grogna-t-il. « Nous serons la dernière génération des hommes. »
Derrière lui, on entendit un rire caverneux d'Anne, le centenaire, se montra avec son arrière-petit-fils et une femme aux yeux longs, aux cheveux de bronze. Elle marchait aussi légèrement que les oiseaux. « Non, nous ne la verrons pas, affirma-t-elle. La mort des hommes sera lente. L'eau décroîtra jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que quelques familles autour d'un puits, et ce sera plus terrible. Nous verrons la fin du monde, s'obstina l'homme trapu. Tant mieux, fit l'arrière-petit-fils de Dan, que la terre boive aujourd'hui même les dernières sources. Sa face sinueuse, très étroite, décelait une tristesse sans bornes. Il s'étonnait lui-même de n'avoir pas supprimé son existence. Qui sait s'il n'y a pas un espoir, marmonna l'ancêtre. Le cœur de Targue battit. Il abaissa vers le centenaire des yeux où scintilla la jeunesse. « Ô père !» s'écria-t-il. Déjà la face du vieillard s'était immobilisée. Il retomba dans ce rêve taciturne qui le faisait ressembler à un bloc de basalte. Targue garda pour lui sa pensée. La foule grossissait aux confins du désert et de l'oasis. Quelques planeurs s'élevèrent, qui venaient du centre. On était à l'époque où le travail ne sollicitait guère les hommes. Il n'y avait qu'à attendre le temps des récoltes, car aucun insecte, aucun microbe ne survivait. Resserrés sur d'étroits domaines, hors desquels toute vie protoplasmique était impossible, les aïeux avaient mené une lutte efficace contre les parasites. Même les organismes microscopiques ne purent se maintenir, privés de cet imprévu qui résulte des agglomérations denses, des grands espaces, des transformations et des déplacements perpétuels. D'ailleurs, maîtres de la distribution de l'eau, les hommes disposaient d'un pouvoir irrésistible contre les êtres qu'ils voulaient détruire. L'absence des anciens animaux domestiques et sauvages, véhicules incessants d'épidémies, avait encore avancé l'heure du triomphe. Maintenant, l'homme, les oiseaux, les plantes étaient pour toujours à l'abri des maladies infectieuses. Leur vie n'en était pas plus longue. Beaucoup de microbes bienfaisants ayant disparu avec les autres, les infirmités propres à la machine humaine s'étaient développées et des maladies nouvelles avaient surgi. Maladies que l'on eût pu croire causées par des microbes minéraux. Par suite, l'homme retrouvait au-dedans des ennemis analogues à ceux qui le menaçaient au-dehors, et quoique le mariage fût un privilège réservé aux plus aptes, l'organisme atteignait rarement un âge avancé. Bientôt, plusieurs centaines d'hommes se trouvaient réunis autour du grand planétaire. Il n'y avait qu'un faible tumulte. La tradition du malheur se transmettait depuis trop de générations pour ne pas avoir tari ces réserves d'épouvante et de douleur qui sont la rançon des joies puissantes et des vastes espérances. Les derniers hommes avaient une sensibilité restreinte et guère d'imagination. Toutefois, la foule était inquiète. Quelques visages se crispaient. Ce fut un soulagement lorsqu'un quadragénaire, sautant d'une motrice, cria « Les appareils sismiques ne signalent rien encore. La secousse sera faible. » « De quoi nous inquiétons-nous » s'écria la femme aux longs yeux. « Que pouvons-nous faire et prévoir ? Toutes les mesures sont prises depuis les siècles des siècles. Nous sommes à la merci de l'inconnu. C'est une affreuse sottise de s'enquérir d'un péril évitable. »« Non, elle est, » répondit le quadragénaire. « Ce n'est pas de la sottise, c'est de la vie. Tant que les hommes auront la force de s'inquiéter, leurs jours auront encore quelque douceur. Après, ils seront morts dès l'heure de leur naissance. » « Qu'il en soit ainsi, ricana le petit-fils de Dan. Nos joies misérables et nos débiles tristesses valent moins que la mort. » Le quadragénaire secoua la tête.
Comme Targ et sa sœur, il avait encore de l'avenir dans son âme et de la force dans sa large poitrine. Son regard clair, rencontrant les yeux frais d'Arva, une fine émotion accéléra son souffle. Cependant, d'autres groupes se rassemblaient aux divers secteurs de la périphérie grâce aux ondifères. Disposés de 1000 en 1000 mètres, ces groupes communiquaient librement. On pouvait entendre à volonté les rumeurs d'un district ou même de toute la population. Cette communion condensait l'âme des foules et agissait comme un stimulant énergique. Et il y eut une manière d'exaltation lorsqu'un message de l'oasis des terres rouges vibra dans la conque du grand planétaire et se répercuta d'ondifère en ondifère. Il apprenait que là-bas, non seulement les oiseaux, mais les sismographes annonçaient des troubles souterrains. Cette confirmation du péril resserra les groupes. Et le quadragénaire avait gravi la plateforme. Targ et Arva étaient pâles, et comme la jeune fille tremblait un peu, le nouveau venu murmura « L'étroitesse même des oasis et leur petit nombre doivent nous rassurer. La probabilité est bien faible qu'elles se trouvent dans les zones dangereuses. » D'autant moins le sont-elles, appuya Targ, que c'est leur position même qui jadis les a sauvées. Le petit-fils de Dan avait entendu. Il eut un ricanement sinistre, comme si les zones ne variaient pas de période en période. D'ailleurs, ne peut-il suffire d'une faible secousse, mais frappant juste pour tarir les sources ? Il s'éloigna, plein d'une ironie morne. Targ, Arva et Mano avaient tressailli. Ils demeurèrent une minute taciturnes, puis le quadragénaire reprit. Les zones varient avec une extrême lenteur. Depuis 200 ans, les fortes secousses ont passé au large du désert. Leurs répercussions n'ont pas altéré les sources. Seules les terres rouges, la dévastation et l'occidentale sont voisines des régions dangereuses. Il considérait Arva avec une admiration douce, où levait la fleur d'amour. Veuf depuis 3 ans, il souffrait de sa solitude. Malgré la révolte de son énergie et de sa tendresse, il s'y était résigné. Les lois fixaient avec rigueur le nombre des unions et des naissances. Mais depuis quelques semaines, le Conseil des 15 avait inscrit Mano parmi ceux qui pouvaient refaire une famille. La santé de ses enfants justifiait cette faveur. Et l'image d'Arva se métamorphosant dans l'âme de Mano, la légende obscure, une fois encore, recevait la lumière. « Mêlons de l'espoir à nos inquiétudes », s'exclama-t-il. « Est-ce que même aux merveilleuses époques de l'eau, la mort de chaque homme n'était pas pour lui la fin du monde ? Ceux qui vivent en ce moment sur la terre courent bien moins de risques individuellement que nos pères d'avant l'ère radioactive ?» Il parlait fervemment, car il avait toujours repoussé cette résignation lugubre qui dévastait ses semblables. Sans doute, un trop long atavisme ne lui permettait de la fuir que par intermittence. Toutefois, il avait plus qu'un autre connu la joie de vivre, l'étincelante minute qui passe. Arva l'écoutait avec faveur, mais Targ ne pouvait pas concevoir qu'on négligeât l'avenir de l'espèce. Si comme Mano, il lui arrivait d'être brusquement saisi par la volupté fugitive, il y mêlait toujours ce grand rêve du temps qui avait mené les ancêtres. Je ne puis me désintéresser de notre descendance, riposta-t-il, étendant la main vers l'immense solitude, que l'existence serait belle si notre règne occupait ces affreux déserts. Ne songez-vous jamais qu'il y avait là des mers, des lacs, des fleuves, des plantes innombrables, et avant la période radioactive, des forêts vierges? Ah, Mano, des forêts vierges! Et maintenant, une vie obscure dévore notre antique patrimoine. Mano leva doucement les épaules. C'est un mal d'y penser, puisque, en dehors des oasis, la terre est aussi inhabitable pour nous, plus peut-être que Jupiter ou Saturne.
Une rumeur les interrompit, les têtes se dressèrent, attentives. On vit survenir une nouvelle troupe d'oiseaux. Ils annonçaient que là-bas, à l'ombre des rocs, une jeune fille évanouie était la proie des ferro-magnétos. Et tandis que 2 planeurs s'élevaient sur le désert, la foule songeait aux étranges créatures magnétiques qui se multipliaient sur la planète pendant que déclinait l'humanité. De longues minutes s'écoulèrent. Les planeurs reparurent. L'un d'eux rapportait un corps inerte en qui tous reconnurent Elma, la nomade. C'était une fille singulière, orpheline, peu aimée, car elle avait des instincts de rôdeuse dont la sauvagerie déconcertait ses semblables. Rien ne pouvait l'empêcher, certains jours, de fuir à travers les solitudes. On l'avait déposée sur la plateforme du planétaire, son visage mi-enseveli dans les longs cheveux noirs apparut livide, encore que parsemé de points écarlates. « Elle est morte », déclara Mano. « Les autres ont bu sa vie. »« Pauvre petite Elma !» s'écria Targ. Il la considérait avec pitié, et si passive qu'elle fût, la foule grondait de haine contre les ferromagnétos. Mais les résonateurs, clamant des phrases éclatantes, détournèrent l'attention. Les sismographes décèlent une secousse brusque dans la zone des terres rouges. « Ah !» cria la voix plaintive de l'homme trapu. Aucun écho ne lui répondit. Les visages étaient dirigés vers le grand planétaire. La multitude attendait, dans une frissonnante impatience. « Rien !» s'exclama Mano, après 2 minutes d'attente. « Si les terres rouges avaient été atteintes, nous le saurions déjà. » Un appel strident lui coupa la parole, et la conque du grand planétaire clama. « Immense secousse ! L'oasis entière se soulève. Catastrophe !» Puis des sons confus, un entrechoquement sourd, le silence. Tous, hypnotisés, attendirent pendant plus d'1 minute. Ensuite, la foule eut une rude respiration. Les moins émotifs s'agitèrent. « C'est un grand désastre », annonça le vieux Dan. Personne n'en doutait. Les terres rouges possédaient 10 planétaires de grande communication, dirigeables en tous sens. Pour que les 10 se tussent, il fallait qu'ils fussent tous déracinés ou que la consternation des habitants fût extraordinaire. Targ, orientant le transmetteur, darda un appel prolongé. Aucune réponse. Une lourde horreur pesa sur les âmes. Ce n'était pas le trouble ardent des hommes de jadis, c'était une détresse lente, lasse, dissolvante. Des liens étroits unissaient les hautes sources et les terres rouges. Depuis 5000 ans, les 2 oasis entretenaient des relations continues, soit par les résonateurs, soit par des visites fréquentes en planeurs ou en motrices. 30 relais munis de planétaires jalonnaient la voie longue de 1700 kilomètres qui reliait les 2 peuplades. « Il faut attendre », clama Targ, penché sur la plateforme. « Si l'affolement empêche nos amis de répondre, ils ne sauraient tarder à reprendre leur sang-froid. » Mais personne ne croyait que les hommes des terres rouges fussent capables d'un tel affolement. Leur race était moins émotive encore que celle des hautes sources. Capable de tristesse, elle ne l'était guère d'épouvante. Targ, lisant l'incrédulité sur tous les visages repris. « Si leurs appareils sont détruits, avant un quart d'heure, des messagers peuvent atteindre le premier relais, à moins, objecta Ailey, que les planeurs ne soient endommagés. Quant aux motrices, il est improbable qu'elles franchissent avant quelque temps une enceinte en décombres. » Cependant, la population tout entière se portait vers la zone méridionale. En quelques minutes, les planeurs et les motrices versèrent des milliers d'hommes et de femmes vers le grand planétaire. Les rumeurs montaient comme de longs souffles, entrecoupés de silence, et les membres du Conseil des 15, interprétateurs des lois et juges des actes unanimes, se rassemblèrent sur la plateforme. On reconnaissait le visage triangulaire, la rude chevelure blanc de sel de la vieille Bamar, et la tête bosselée d'Omhal, son mari, dont 70 ans de vie n'avaient pu pâlir la barbe fauve. Ils étaient laids mais vénérables, et leur autorité était grande car ils avaient donné une descendance sans tard.
Barmar, s'assurant que le planétaire était bien orienté, envoya à son tour quelques ondes. Devant le silence du récepteur, son visage s'assombrit encore. « Jusqu'à présent, la dévastation est sauve, » murmura Romal, « et les sismographes n'annoncent aucune secousse dans les autres zones humaines. » Soudain, un bruissement d'appel strida, et tandis que la multitude se dressait, hypnotique, on entendit gronder le grand planétaire. Du premier relais de terre rouge, 2 secousses puissantes ont soulevé l'oasis. Le nombre des morts et blessés est considérable, les récoltes sont anéanties, les eaux semblent menacées, des planeurs partent pour les hautes sources. Ce fut une ruée. Les hommes, les planeurs et les motrices surgissaient par torrents. Une excitation inconnue depuis des siècles soulevait les âmes résignées. La pitié, la crainte et l'inquiétude rajeunissaient cette multitude du dernier âge. Le Conseil des 15 délibérait, tandis que Targ, tout tremblant, répondait au message des Terres Rouges et annonçait le départ prochain d'une délégation. Aux heures tragiques, les 3 oasis sœurs, terre rouge, haute source, la dévastation se devait des secours. Romal, qui avait une connaissance parfaite de la tradition, déclara « Nous avons des provisions pour 5 ans. Le quart peut être réclamé par les terres rouges. Nous sommes aussi tenus de recueillir 2000 réfugiés si c'est inévitable. Mais ils n'auront que des rations réduites et il leur sera interdit de s'accroître. Nous-mêmes, devrons limiter nos familles, car il faut, avant 15 ans, ramener la population aux chiffres traditionnels. » Le Conseil approuva ce rappel aux lois, puis Balmar cria vers la foule. « Le Conseil va nommer ceux qui partiront pour les terres rouges. Il n'y en aura pas plus de 9. D'autres seront envoyés lorsque nous connaîtrons les besoins de nos frères. » « Je demande à partir, » supplia le veilleur. « Et moi, » ajouta vivement Arava, les yeux de Mano étincelèrent. « Si le Conseil le veut, je serai aussi parmi les envoyés. » Omal leur jeta un regard favorable, car il avait jadis, comme eux, connu ces mouvements spontanés si rares parmi les derniers hommes. À part Amat, adolescent frêle, la foule attendait passivement la décision du Conseil, soumise aux règles millénaires, accoutumées à une existence monotone que troublaient seuls les météores. Les peuplades avaient perdu le goût de l'initiative. Résignées, patientes, douées d'un grand courage passif, rien ne les excitait aux aventures. Les déserts énormes qui les enveloppaient, vides de toute ressource humaine, pesaient sur leurs actes comme sur leurs pensées. Rien ne s'oppose au départ de Targ, d'Arva et de Mano, remarqua la vieille Bamar. Mais la route est longue pour Amat, que le Conseil décide. Tandis que le Conseil délibérait, Targ contemplait l'étendue sinistre. Une douleur amère l'accablait. Le désastre des terres rouges pesait sur lui plus pesamment que sur ses frères, car leurs espoirs ne portaient que sur la lenteur des finales d'échéance, tandis qu'ils s'obstinaient à rêver des métamorphoses heureuses, et les circonstances confirmait amèrement la tradition. Fin du chapitre 1 sur les 12. 2. Vers les terres rouges. Les 9 planeurs volaient vers les terres rouges. Ils ne s'écartaient guère des 2 routes que depuis 100 siècles suivaient les motrices. Les ancêtres avaient construit de grands refuges en fer vierge avec résonateurs planétaires et de nombreux relais moins importants. Les 2 routes étaient bien entretenues, comme les motrices y passaient rarement et que leurs roues étaient munies de fibres minérales très élastiques, comme par ailleurs les hommes des 2 oasis savaient encore se servir partiellement des énergies énormes qu'avaient capter leurs ascendants, l'entretien exigeait plus de surveillance que de travail.
Les ferromagnétos ne s'y montraient guère et n'y faisaient que des dégâts insignifiants. Un piéton aurait pu y marcher une journée entière sans presque ressentir d'influence nocive, mais il n'aurait pas été prudent de faire des haltes trop longues, ni surtout de s'y endormir. Bien des malades y avaient perdu, comme Elma, tous leurs globules rouges et y étaient morts d'anémie. Les 9 ne couraient aucun péril. Chacun dirigeait un planeur léger qui, du reste, eût pu emporter 4 hommes. Alors même qu'un accident surviendrait aux 2/3 des appareils, l'expédition ne serait pas compromise. Doués d'une élasticité presque parfaite, les planeurs étaient construits pour résister aux chocs les plus rudes et pour braver l'ouragan. Manao avait pris la tête. Targ et Harva sciaient presque de conserve. L'agitation du jeune homme ne cessait de s'accroître et l'histoire des grandes catastrophes, fidèlement transmises de génération en génération, hantait sa mémoire. Depuis 500 siècles, les hommes n'occupaient plus sur la planète que des îlots dérisoires. L'ombre de la déchéance avait de loin précédé les catastrophes. À des époques fort anciennes, au premier siècle de l'ère radioactive, on signale déjà la décroissance des eaux. Maints savants prédisent que l'humanité périra par la sécheresse. Mais quel effet ces prédictions pouvaient-elles produire sur des peuples qui voyaient des glaciers couvrir leurs montagnes, des rivières sans nombre arroser leurs sites, d'immenses mers battre leurs continents? Pourtant, l'eau décroissait lentement, sûrement, absorbée par la terre et volatilisée dans le firmament. Puis vinrent les fortes catastrophes. On vit d'extraordinaires remaniements du sol. Parfois, des tremblements de terre en un seul jour détruisaient 10 ou 20 villes et des centaines de villages. De nouvelles chaînes de montagnes se formèrent, 2 fois plus hautes que les antiques massifs des Alpes, des Andes ou de l'Himalaya. L'eau tarissait de siècle en siècle. Ces énormes phénomènes s'aggravèrent encore. À la surface du Soleil, des métamorphoses se décelaient qui, d'après des lois mal élucidées, retentirent sur notre pauvre globe. Il y eut un lamentable enchaînement de catastrophes. D'une part, elles haussèrent les hautes montagnes jusqu'à 25 et 30 000 mètres. D'autre part, elles firent disparaître d'immenses quantités d'eau. On rapporte que, au début de ces révolutions sidérales, la population humaine avait atteint le chiffre de 23 milliards d'individus. Cette masse disposait d'énergie démesurée. Elle les tirait des protoatomes comme nous le faisons encore, quoique imparfaitement nous-mêmes, et ne s'inquiétait guère de la fuite des eaux, tellement elle avait perfectionné les artifices de la culture et de la nutrition. Même, elle se flattait de vivre prochainement de produits organiques, élaborés par les chimistes. Plusieurs fois ce vieux rêve parut réalisé, chaque fois d'étranges maladies ou des dégénérescences rapides décimèrent les groupes soumis aux expériences. Il fallut s'en tenir aux aliments qui nourrissaient l'homme depuis les premiers ancêtres. À la vérité, ces aliments subissaient de subtiles métamorphoses, tant du fait de l'élevage et de l'agriculture que du fait des manipulations savantes. Des rations réduites suffisaient à l'entretien d'un homme. Et les organes digestifs avaient accusé en moins de 100 siècles une diminution notable, tandis que l'appareil respiratoire s'accroissait en raison directe de la raréfaction de l'atmosphère. Les dernières bêtes sauvages disparurent. Les animaux comestibles, par comparaison à leurs ascendants, étaient de véritables zoophytes, des masses ovoïdes et hideuses, aux membres transformés en moignons, aux mâchoires atrophiées par le gavage. Seules quelques espèces d'oiseaux échappèrent à la dégradation et prirent un merveilleux développement intellectuel. Leur douceur, leur beauté et leur charme croissaient d'âge en âge. Ils rendaient des services imprévus à cause de leur instinct plus délicat que celui de leur maître, et ces services étaient particulièrement appréciés dans les laboratoires.
Les hommes de cette puissante époque connurent une existence inquiète. La poésie magnifique et mystérieuse était morte. Plus de vie sauvage, plus même ces immenses étendues presque libres. Les bois, les landes, les marais, les steppes, les jachères de la période radioactive. Le suicide finissait par être la plus redoutable maladie de l'espèce. En 15 millénaires, la population terrestre descendit de 23 à 4 milliards d'âmes. Les mers, réparties dans les abîmes, n'occupaient plus que le quart de la surface. Les grands fleuves et les grands lacs avaient disparu. Les monts pullulaient, immenses et funèbres. Ainsi la planète sauvage reparaissait, mais nue. L'homme, cependant, luttait éperdument. Il s'était flatté, s'il ne pouvait vivre sans eau, de fabriquer celle dont il aurait besoin pour ses usages domestiques et agricoles. Mais les matériaux utiles devenaient rares. Sinon, à des profondeurs qui rendaient leur exploitation dérisoire, il fallut se rabattre sur des procédés de conservation, sur des moyens ingénieux pour ménager l'écoulement et pour tirer le maximum d'effet du fluide nourricier. Les animaux domestiques périrent, incapables de s'habituer aux nouvelles conditions vitales. En vain tenta-t-on de refaire des espèces plus rustiques. Une dégradation 200 fois millénaire avait tari l'énergie évolutive. Seuls les oiseaux et les plantes résistaient. Celles-ci reprirent quelques formes ancestrales. Ceux-là s'adaptèrent au milieu. Beaucoup, redevenant sauvages, construisirent leurs aires à des hauteurs où l'homme pouvait d'autant moins les poursuivre que la raréfaction de l'air, quoique bien moindre, accompagnait celle de l'eau. Ils vécurent de déprédation et déployèrent une ruse si raffinée qu'on ne put les empêcher de se maintenir. Quant à ceux qui demeuraient parmi nos ancêtres, leur sort fut d'abord épouvantable. On tenta de les avilir à l'état de bêtes comestibles, mais leur conscience était devenue trop lucide. Ils luttèrent affreusement pour échapper à leur sort. Il y eut des scènes aussi hideuses que ces épisodes des temps primitifs où l'homme mangeait l'homme, où des peuples entiers étaient réduits en servitude. L'horreur pénétra les âmes. Peu à peu, on cessa de brutaliser les compagnons de planète et de s'en repaître. D'ailleurs, les phénomènes sismiques continuaient à remanier les terres et à détruire les villes. Après 30 000 ans de lutte, nos ancêtres comprirent que le minéral, vaincu pendant des millions d'années par la plante et la bête, prenait une revanche définitive. Il y eut une période de désespoir qui ramena la population à 300 millions d'hommes, tandis que les mers se réduisaient au 10e de la surface terrestre. 3 ou 4 000 ans de répit firent renaître quelque optimisme. L'humanité entreprit de prodigieux travaux de préservation. La lutte contre les oiseaux cessa. On se borna à les mettre dans des conditions qui ne permettaient pas qu'ils se multipliassent. On tira d'eux de précieux services. Puis les catastrophes reprirent. Les terres habitables se rétrécirent encore. Et il y a environ 30 000 ans, eurent lieu les remaniements suprêmes. L'humanité se trouva réduite à quelques territoires disséminés sur la terre, redevenus vastes et formidables comme aux premiers âges. En dehors des oasis, il devenait impossible de se procurer l'eau nécessaire à la vie. Depuis, une accalmie relative s'est produite. Quoique l'eau que nous fournissent les puits creusés dans l'abîme ait encore décru, que la population se soit réduite d'un tiers, que 2 oasis aient dû être abandonnées, l'humanité se maintient. Sans doute se maintiendra-t-elle pendant 50 ou 100 000 ans encore. Son industrie a immensément décru. Des énergies qu'utilisait notre espèce en sa force, l'homme des oasis ne peut plus employer qu'une faible partie.
Les appareils de communication et les appareils de travail sont devenus moins complexes. Depuis bien des millénaires, il a fallu renoncer aux spiraloïdes qui transportaient les ancêtres à travers l'étendue à une vitesse 10 fois plus grande que celle de nos planeurs. L'homme vit dans un état de résignation douce, triste et très passive. L'esprit de création s'est éteint. Il ne se réveille par atavisme que dans quelques individus. De sélection en sélection, la race a acquis un esprit d'obéissance automatique et par là parfaite aux lois désormais immuables. La passion est rare, le crime nul, une sorte de religion est née, sans culte, sans rite, la crainte et le respect du minéral. Les derniers hommes attribuent à la planète une volonté lente et irrésistible. D'abord favorable aux règnes qui naissent d'elle, la Terre leur laisse prendre une grande puissance. L'heure mystérieuse où elle les condamne est aussi celle où elle favorise des règnes nouveaux. Actuellement, ces énergies obscures favorisent le règne ferromagnétique. On ne peut pas dire que les ferromagnétos aient participé à notre destruction. Tout au plus ont-ils aidé à l'anéantissement fatal, après tout, des oiseaux sauvages. Encore que leur apparition remonte à une époque lointaine, les nouveaux êtres ont peu évolué. Leurs mouvements sont d'une surprenante lenteur. Les plus agiles ne peuvent parcourir 1 décamètre par heure. Et les enceintes de fer vierge des oasis plaqués de bismuth sont pour eux un obstacle infranchissable. Il leur faudrait, pour nous nuire immédiatement, faire un saut évolutif sans rapport avec leur développement antérieur. On commença à percevoir l'existence du règne ferromagnétique au déclin de l'âge radioactif. C'étaient de bizarres taches violettes sur les fers humains, c'est-à-dire sur les fers et les composés de fer qui ont été modifiés par l'usage industriel. Le phénomène n'apparut que sur des produits qui avaient maintes fois resservi. Jamais on ne découvrit de taches ferromagnétiques sur des fers sauvages. Le nouveau règne n'a donc pu naître que grâce au milieu humain. Ce fait capital a beaucoup préoccupé nos aïeux. Peut-être fûmes-nous dans une situation analogue vis-à-vis d'une vie antérieure qui, à son déclin, permit l'éclosion de la vie protoplasmique. Quoi qu'il en soit, l'humanité a constaté de bonne heure l'existence des ferromagnétos. Lorsque les savants eurent décrit leurs manifestations rudimentaires, on ne douta pas que ce fussent des êtres organisés. Leur composition est singulière, elle n'admet qu'une seule substance, le fer. Si d'autres corps, en quantité très petite, s'y trouvent parfois mêlés, c'est en tant qu'impureté, nuisible au développement ferromagnétique. L'organisme s'en débarrasse, à moins qu'il ne soit très affaibli ou atteint de quelque maladie mystérieuse. La structure du fer à l'état vivant est fort variée. Fer fibreux, fer granulé, fer mou, fer dur, etc. L'ensemble est plastique et ne comporte aucun liquide, mais ce qui caractérise surtout les nouveaux organismes, c'est une extrême complication et une instabilité continuelle de l'état magnétique. Cette instabilité, cette complication sont telles que les chercheurs les plus opiniâtres ont dû renoncer à y appliquer non pas même des lois, mais seulement des règles approximatives. C'est vraisemblablement là qu'il faut voir la manifestation dominante de la vie ferromagnétique. Lorsqu'une conscience supérieure se décèlera dans le nouveau règne, je pense qu'elle reflètera surtout cet étrange phénomène, ou plutôt qu'elle en sera l'épanouissement. En attendant, si la conscience des ferromagnétos existe, elle est encore élémentaire. Ils sont à la période où le soin de la multiplication domine tout. Néanmoins,
Ils ont déjà subi quelques transformations importantes. Les écrivains de l'âge radioactif nous font voir chaque individu composé de 3 groupes, avec tendance marquée dans chaque groupe à la forme hélicoïde. Ils ne peuvent, à cette époque, parcourir plus de 5 à 6 cm par 24 heures. Lorsqu'on déforme leurs agglomérations, ils mettent plusieurs semaines à les reformer. Actuellement, comme on l'a dit, ils arrivent à franchir 2 mètres par heure. De plus, ils comportent des agglomérations de 3, 5, 7, même 9 groupes, la forme des groupes revêtant une grande variété. Un groupe composé d'un nombre considérable de corpuscules ferromagnétiques ne peut subsister solitaire. Il faut qu'il soit complété par 2, par 4, 6 ou 8 autres groupes. Une série de groupes comporte évidemment des séries énergétiques, sans qu'on puisse dire de quelle façon. À partir de l'agglomération par 7, le ferromagnétal dépérit si on supprime un des groupes. En revanche, une série ternaire peut se reformer à l'aide d'un seul groupe et une série quinquannaire à l'aide de 3 groupes. La reconstitution d'une série mutilée ressemble beaucoup à la genèse des ferromagnétaux. Cette genèse garde pour l'homme un caractère profondément énigmatique. Elle s'opère à distance. Lorsqu'un ferromagnétal prend naissance, on constate invariablement la présence de plusieurs autres ferromagnétaux. Selon les espèces, la formation d'un individu prend de 6 heures à 10 jours. Elle semble exclusivement due à des phénomènes d'induction. La reconstitution d'un ferromagnétal lésé s'opère à l'aide de procédés analogues. Actuellement, la présence des ferromagnétaux est à peu près inoffensive. Il en serait sans doute différemment si l'humanité s'étendait. En même temps qu'ils songeaient à combattre les ferromagnétaux, nos ancêtres cherchèrent quelques méthodes pour faire tourner leur activité à l'avantage de notre espèce. Rien ne semblait s'opposer, par exemple, à ce que la substance des ferromagnétaux servît aux usages industriels. S'il en était ainsi, il suffirait de protéger les machines, ce qui paraît jadis avoir été réalisé sans trop de frais, d'une manière analogue à celle dont nous préservons nos oasis. Cette solution, en apparence élégante, a été tentée. Les annales anciennes rapportent qu'elle échoua. Le fer, transformé par la vie nouvelle, se montre réfractaire à tout usage humain. Sa structure et son magnétisme si variés en font une substance qui ne se prête à aucune combinaison ni à aucun travail orienté. Sans doute, cette structure semble s'uniformiser et le magnétisme disparaître aux approches de la température de fusion et, a fortiori, lors de la fusion même. Mais lorsqu'on laisse le métal se refroidir, les propriétés nuisibles reparaissent. En outre, l'homme ne peut séjourner longtemps dans les contrées ferromagnétiques de quelque importance. En peu d'heures, il s'anémie. Après un jour et une nuit, il se trouve dans un état d'extrême faiblesse. Il ne tarde pas à s'évanouir. S'il n'est pas secouru, il succombe. On n'ignore pas la raison immédiate de ces faits. Le voisinage des ferromagnétaux tend à nous enlever nos globules rouges. Ces globules, presque réduits à l'état d'hémoglobine pure, s'accumulent à la surface de l'épiderme et sont ensuite attirés vers les ferromagnétaux qui les décomposent et semblent se les assimiler. Diverses causes peuvent contrebalancer ou retarder le phénomène. Il suffit de marcher pour n'avoir rien à craindre. À plus forte raison, suffit-il de circuler en motrice. Si l'on se vêt d'un tissu en fibre de bismuth, on peut braver l'influence ennemie pendant 2 jours au moins. Elle s'affaiblit si l'on se couche la tête au nord. Elle s'atténue spontanément lorsque le soleil est près du méridien. Bien entendu, lorsque le nombre des ferromagnétaux décroît, le phénomène est de moins en moins intense. Un moment vient où il s'annule, car l'organisme humain ne se laisse pas faire sans résistance.
Enfin, l'action ferromagnétique diminue d'abord selon la courbe des distances et devient insensible à plus de 10 mètres. On conçoit que la disparition des ferromagnétos parut nécessaire à nos ancêtres. Ils entreprirent la lutte avec méthode. À l'époque où débutèrent les grandes catastrophes, cette lutte exigea de lourds sacrifices. Une sélection s'était opérée parmi les ferromagnétos. Il fallait user d'énergie immense pour réfréner leur pullulement. Les remaniements planétaires qui suivirent donnèrent l'avantage au nouveau règne. Par compensation, sa présence devenait moins inquiétante, car la quantité de métal nécessaire à l'industrie décroissait périodiquement, et les désordres sismiques faisaient affleurer en grande masse des minerais de fer natifs, intangibles aux envahisseurs. Aussi, la lutte contre ceux-ci se ralentit-elle au point de devenir négligeable. Qu'importait le péril organique au prix de l'immense péril sidéral. Présentement, les ferromagnétos ne nous inquiètent guère. Avec nos enceintes d'hématite rouge, de limonite ou de fer spatique revêtus de bismuth, nous nous croyons inexpugnables. Mais si quelque révolution improbable ramenait l'eau près de la surface, le nouveau règne opposerait des obstacles incalculables au développement humain, du moins à un développement de quelque envergure. Targ jeta un long regard sur la plaine. Partout, il apercevait la teinte violette et les formes sinusoïdales particulières aux agglomérats ferromagnétiques. « Oui, murmurait-il, si l'humanité reprenait quelque envergure, il faudrait recommencer le travail des ancêtres. Il faudrait détruire l'ennemi ou l'utiliser. Je crains que sa destruction ne soit impossible. Un nouveau règne doit porter en soi des éléments de succès qui défient les prévisions et les énergies d'un règne vieilli. Au rebours, pourquoi ne trouverait-on pas une méthode qui permettrait aux deux règnes de coexister, de s'entraider même ? Oui, pourquoi pas, puisque le monde ferromagnétique tire son origine de notre industrie. N'y a-t-il pas là l'indice d'une compatibilité profonde ? Puis portant ses yeux vers les grands pics de l'Occident. Hélas, mes rêves sont ridicules. Et pourtant, ne m'aide-t-il pas à vivre ? Ne me donne-t-il pas un peu de ce jeune bonheur qui a fui pour toujours l'âme des hommes ? Il se dressa avec un petit choc au cœur. Là-bas, dans l'échancrure du mont des ombres, 3 grands planeurs blancs venaient d'apparaître. Fin du chapitre 2.